avant le déjeuner, il nous reste un débat un peu particulier, puisque c'est Pierre Delval qui va débattre tout seul. Donc Pierre Delval, vous êtes alors multicasquette, président de la fondation Weyto, la première ONG à traiter au niveau international l'aspect criminel de la contrefaçon, de la contrebande et de la fraude alimentaire. Vous êtes également mandaté par la Fédération française du bâtiment et président de l'Observatoire contre les trafics illicites des matériaux et des équipements, OCTIM. Et vous êtes professeur à Assas, auteur de nombreux ouvrages, notamment le dernier publié, Le marché mondial du faux crime et contrefaçon, édition du CNRS. Donc peut-être commencer par un petit éclairage historique, puisque vous êtes un petit peu un expert en la matière depuis plusieurs années. Allez-y. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Compte tenu du temps imparti, je vais essayer d'être le plus compressif possible. Je vais d'abord vous parler de l'évolution des contrefaçons. Pour beaucoup d'entre vous, bien évidemment, vous êtes des spécialistes, donc j'éviterai de trop rentrer dans le détail. Mais je souhaiterais d'abord vous exposer quelques chiffres tout à fait intéressants à mon sens. Ce que l'on peut distinguer, c'est que depuis 20 ans, les multiples mutations économiques et sociétales au niveau mondial ont profondément façonné le commerce illégal des produits de contrefaçon. Les estimations qui sont données et que sur lesquelles je souhaiterais mettre quelques réserves néanmoins sont quand même suffisamment éloquents pour démontrer la situation au niveau mondial et l'évolution des trafics illicites en matière de produits contrefaisants et de produits non conformes. En 2002-2003, la situation estimée était de l'ordre de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial, donc pour les produits contrefaisants. Chiffre d'affaires est généralement obtenu, pour le profit des organisations mafieuses nationales, régionales et aussi d'un certain nombre d'entreprises privées. Et puis, évidemment, compte tenu d'un certain nombre de contextes économiques et autres, j'en parlerai tout à l'heure, on arrive aujourd'hui à une estimation de l'ordre de 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars que je répartirai en deux parties, 50% pour ce qu'on appelle les biens immatériels, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est film, musique, etc., et 50% pour les biens matériels, dont les produits de grande consommation, comme les médicaments, les produits alimentaires et agroalimentaires, comme les pesticides, les pièces détachées, cosmétiques, etc. Les biens matériels contrefaisants rapportent presque plus aujourd'hui que les narcotiques, puisqu'on estime, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, à hauteur de 350 milliards de dollars pour les narcotiques. Nous sommes à plus de 300 milliards aujourd'hui pour les biens matériels contrefaisants. Point aussi très intéressant, l'OMS l'année dernière a tenté de chiffrer le nombre de victimes en matière de contrefaçon. De victimes, je parle, qui ont été soit blessées, soit malades, soit malheureusement décédées. Et selon l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé, nous arrivons aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2012, à 2 milliards dans le monde, 2 milliards de personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par ces produits contrefaisants. Tous les produits sont donc concernés aujourd'hui en matière de contrefaçon et malheureusement que ça déplaise à certains, mais le luxe, les produits de luxe ne représentent que 8% du problème de la contrefaçon aujourd'hui au niveau mondial. Les organisations criminelles qui contrôlent la très grande majorité de la distribution des produits contrefaisants s'adaptent avec une rapidité et une facilité déconcertantes face aux obstacles qu'on essaie de dresser devant eux sur les différents chemins des contrôles au niveau international, bien évidemment. Alors, je voudrais quand même vous exposer un exemple qui est tout à fait démonstratif et qui montre à quel point nous sommes face à une
une approche organisée du crime en matière de contrefaçon. Je suis allé avec une équipe spécialisée à Fujairah. Alors Fujairah est un des Émirats arabes unis, à 40 km de Dubaï. Et à Fujairah, c'est assez intéressant puisque dans un espace désertique, sans richesse pétrolière ni littoral accessible pour les bateaux de gros tonnage, s'est construite une ville. Et dans cette ville est sorti de terre un supermarché géant de 200 000 m², construit par les Chinois, véritable showroom du savoir-faire chinois en matière de contrefaçon, où sont présentés tous les produits que vous pouvez imaginer, bien évidemment les produits de luxe, maroquinerie et autres, montres, etc., mais aussi des médicaments, des équipements et matériaux de la construction, de la robinetterie, de l'électronique, tout ce que vous pouvez imaginer en matière de consommation. Bref, la zone franche, puisque c'est d'une zone franche dont il s'agit, est un endroit où se vend impunément tous ces produits à toutes les mafias du monde. Donc moi, je me suis retrouvé face à un certain nombre de groupuscules, soit d'Amérique du Sud, soit des pays de l'Est, qui déambulaient dans les couloirs de ce showroom où ils faisaient leurs courses et leurs commandes. Alors donc, cette zone tout à fait intéressante, on a essayé de comprendre un petit peu comment elle fonctionnait. Et là, on s'est aperçu que lorsque les commandes sont passées, puisqu'en fait, je vous parle de supermarché, mais c'est plutôt, comme je vous l'ai dit aussi, un showroom. Ce showroom a la particularité donc de prendre des commandes. Et les commandes, ce n'est pas 3 produits par-ci, 4 produits par-là, c'est par dizaines de milliers, voire centaines de milliers de produits pour telle ou telle organisation mafieuse. Et donc, lorsque les commandes sont prises, les produits sont acheminés obligatoirement par Fujairah, puisque vous l'avez bien compris, c'est le moyen pour cet émirat de se financer. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ces commandes arrivent à Fujairah par avion. Alors, s'il y a des avions, il y a forcément un aéroport. Donc, on cherche l'aéroport. À 3 km du China Mall, puisque c'est comme ça que s'appelle ce showroom, eh bien, nous trouvons un aéroport agréé IATA, rutilant, totalement, avec tous les équipements nécessaires pour recevoir des voyageurs, mais il n'y a aucun voyageur. Les salles d'embarquement sont vides. Et pourtant, sur le tarmac, il y a une activité extrêmement importante où atterrit toutes les heures des 747 cargos transportant des marchandises totalement illégales, dont les commandes du China Mall. Alors, des avions de plus petite taille arrivent aussi sur ces tarmacs, chargent directement de ces tarmacs les marchandises de ces 747 pour 3 destinations précises et régulières, la Biélorussie, la Turquie et le Niger. De même, des camions chargent les marchandises pour la zone de fret de Dubaï, où les documents de transport seront soigneusement maquillés, afin de les exporter par bateau vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Si vous voulez plus de détails, je suis à votre disposition. D'où viennent ces 747 ? Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Ces 747 viennent de Somalie, où des bateaux en provenance de Chine accostent dans des ports en eau profonde, des ports naturels. Les marchandises sont débarquées, emmenées par camion vers 2 pistes de décollage et atterrissage construites pour l'occasion par les triades chinoises, avec la protection des bandes armées somaliennes. Qui finance le MAUL, l'aéroport de Fujairah et les installations somaliennes, vous l'avez compris, c'est triades chinoises. Et qui investit dans les usines qui fabriquent pour partie les produits contrefaisants, les cartels colombiens qui ont décidé, avec les triades chinoises, de blanchir leur argent et ainsi de pouvoir récupérer une grande partie des bénéfices pour justement ces organisations criminelles. Donc, double bénéfice, narcotique et ensuite contrefaçon.
Alors, cet exemple n'est pas exceptionnel. Il fait partie maintenant d'un dispositif criminel mis en place sur les 5 continents. Alors, pourquoi je vous expose ces faits? Vous l'avez compris, tout simplement pour vous démontrer qu'aujourd'hui, l'arsenal répressif mis à la disposition des autorités publiques n'est malheureusement pas suffisant. En matière d'arsenal juridique, je suis désolé de le dire aussi, le droit de propriété intellectuelle ne suffit plus pour prévenir et dissuader ces trafics. Et les menaces relatives à ces trafics sont considérables, notamment en matière d'atteinte à la sécurité des consommateurs et à la santé publique. Nous parlons maintenant de produits de contrefaçon de masse, et à ce titre, l'alimentaire et le médicament sont en première ligne, mais nous avons aussi un certain nombre d'autres produits, dont les pièces détachées, les pesticides et autres, et les briquets, dont on a parlé ce matin, en effet, avec le groupe BIC. L'atteinte à la concurrence déloyale, j'en reparlerai parce que c'est un sujet très très important, puisque aujourd'hui il y a un mélange de genres entre non-conformité et contrefaçon, et puis bien évidemment les atteintes à la paix sociale. Alors, dans une période où tout est difficile pour le porte-monnaie du consommateur et où le commerce devient compliqué, les contrefacteurs ont toute matière pour développer des marchés. Les solutions ne manquent pas, troublant les contrôles et trompant encore plus les consommateurs. Je pense tout particulièrement à un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui, qui est celui du tabac. Ça ne vous a pas échappé, avec les augmentations multiples de la fiscalité et des droits d'accise sur le tabac, ça ne peut qu'attirer l'attention des contrebandiers, mais aussi des contrefacteurs. Et dans ce domaine, les acheteurs sont persuadés, les acheteurs de produits de contrebande, sont persuadés de faire une affaire en s'approvisionnant dans la rue. Ils ignorent que ces tabacs, pour la plupart, sont 10 à 11 fois plus carcinogènes que les tabacs normaux. Je pense également aux artisans électriciens qui commandent leurs disjoncteurs sur Internet, convaincus d'offrir à leurs clients des tableaux électriques meilleur marché. Ils ne s'imaginent absolument pas que parmi, enfin je l'espère en tout cas, que parmi ces équipements, certains provoquent des incendies et peut-être la mort d'individus. En fait, une contrefaçon est d'abord et avant tout un produit non conforme, sans qualité et dépourvu de sécurité. Pour le contrefacteur, la logique du business est simple, éliminer dans la fabrication d'un produit tout ce qui peut coûter pour réaliser un maximum de profit. Alors je pourrais, sur ce thème, en parler pendant 1 heure, mais vu le temps qui nous est imparti, je voudrais simplement dire que c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui des criminologues et des pénalistes ont décidé de créer l'organisation WITO. L'organisation WITO, c'est une organisation non gouvernementale de pure utilité publique qui a d'abord été mise en place en Suisse et qui maintenant a été transférée à Arlington aux États-Unis et qui a en charge justement de travailler pour les États, les fédérations interprofessionnelles et les grandes entreprises à développer des solutions alternatives complémentaires du droit de la propriété intellectuelle. Ces solutions sont essentiellement axées sur la défense des consommateurs par l'application pénale en matière de tromperie aggravée, d'atteinte à la sécurité d'autrui et d'empoisonnement, mais aussi sur la défense des intérêts d'un État par l'usage de la traçabilité sécurisée, l'utilisation du marquage d'autorité, j'en reparlerai tout à l'heure, ainsi que sur la protection des industriels en dénonçant la non-conformité à l'origine de la concurrence déloyale. Alors, je pense que là aussi, vu les délais, je vais vous parler en fait d'une démarche tout à fait originale qui a été mise en place par la Fédération française du bâtiment. La Fédération française du bâtiment, c'est 65 000 entreprises. C'est tout le monde de la construction, et à ce titre, j'ai été très étonné d'avoir été justement appelé par la Fédération française du bâtiment qui, un jour, m'a dit « Écoutez, voilà, nous avons fait une étude et nous nous sommes aperçus, malgré l'omerta qui règne dans notre secteur, nous sommes aperçus que nous sommes confrontés à un vrai problème de contrefaçon sur les matériaux équipants de la construction. Pour beaucoup d'entrepreneurs du BTP, parler des contrefaçons de matériaux équipants de la construction est perçu, à l'exception de quelques secteurs du bâtiment, comme par exemple l'électricité,
est perçu donc comme un fantasme, une vue de l'esprit, une élucubration d'experts qui ne vivent que grâce à l'entretien de menaces virtuelles. Bon, mais lorsqu'on a réfléchi avec la Fédération française du bâtiment pour essayer de faire parler, si je puis dire, les professionnels du secteur de la construction, eh bien, nous nous sommes aperçus que le meilleur moyen de pouvoir accéder à cette information était justement de travailler sur la notion de non-conformité. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisqu'à partir du moment où on a commencé à parler de non-conformité d'origine et de non-conformité technique, eh bien, on a commencé à avoir des langues qui se sont déliées. Et on s'est très vite aperçu qu'à partir de là, eh bien, évidemment, le secteur de la construction est massivement impacté par la contrefaçon de matériaux équipant de la construction. Alors, ces matériaux sont multiples. Je vous ai cité les équipements électriques, évidemment, mais nous avons aussi maintenant le ciment, nous avons toute la métallurgie, toute la robinetterie, tout ce qui concerne aussi les équipements, la machinerie, les pièces détachées et autres. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le secteur de la construction est un secteur qui est autant concerné que plein d'autres secteurs dans le domaine de la contrefaçon. Alors, évidemment, pour le secteur, pour la filière de la construction, le phénomène est multiple. D'abord, c'est la sécurité des employés. Les employés travaillant sur les chantiers doivent avoir une sécurité maximale, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, à cause du choix des matériaux et des équipements utilisés. Mais aussi les utilisateurs finaux, qui, eux, empruntent ou utilisent des bâtiments qui peuvent avoir des déficiences et qui peuvent créer des accidents, des incidents majeurs. Heureusement, en France, nous n'avons pas encore ce genre de cas, mais nous avons toute une liste d'accidents déjà constatés un peu partout dans le monde. Et plus particulièrement, et ça c'est un sujet tout à fait intéressant et qui démontre la transversalité de cette situation, tout particulièrement cet été, à Mayotte, il y a eu un phénomène tout à fait exemplaire qui est celui de constater à l'importation des défauts dans les ciments. En fait, on s'est aperçu que les ciments étaient non conformes. Et il y avait un taux de chrome, je crois, enfin en tout cas un produit chimique toxique, hautement toxique, qui était en grosse concentration dans le ciment. Donc le préfet a immédiatement stoppé, bloqué ces importations et l'île s'est tout de suite retrouvée en situation de pénurie. Et donc à partir de ce moment-là, les PME, PMI ne pouvaient plus assurer les constructions prévues. Il commençait à avoir un certain nombre d'agitations de la société sur l'île de Mayotte et aussi des agitations des particuliers. Puis c'était l'époque du Ramadan, ils comptaient sur cette période-là pour soit construire, soit rénover leur maison. Et donc il y a eu des agitations sociales très fortes, à tel point que pour le temps que la préfecture règle ce problème de non-conformité, eh bien, les particuliers, ainsi que certaines PME, ont pris des dispositions, à savoir importer du ciment de contrefaçon en provenance de Dubaï, avec d'ailleurs des taux de toxicité en matière de produits se trouvant dans le ciment, des taux de toxicité similaires à ceux qui ont été bloqués sur l'île. Donc on se retrouve dans une situation où vous voyez bien qu'à partir du moment où on constate une non-conformité, il peut y avoir derrière, sur le principe de précaution, il peut y avoir derrière des conséquences extrêmement importantes. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler à la Fédération française du bâtiment pour justement tenter de trouver des solutions de compromis qui permettraient à la fois de traiter ces ciments non conformes et à la fois d'éviter justement qu'on arrive à des débordements permettant d'ouvrir des brèches pour les contrefacteurs.
C'est la raison pour laquelle la Fédération française du bâtiment a décidé de créer l'OPTIM, qui est l'Observatoire de lutte contre les trafics illicites des matériaux et équipements de la construction. Et l'OPTIM met en place aujourd'hui un certain nombre de programmes qui vont permettre, nous l'espérons, aux multiples adhérents de cette fédération de bien vouloir prendre conscience des risques qu'ils peuvent prendre en matière d'achat de matériaux et d'équipements non conformes et donc potentiellement contrefaisants. Alors, tout ça aussi pour vous expliquer que la France n'est pas la seule touchée par ce problème de construction. Il y a une enquête qui a été menée en 2010 par l'agence Karg & Peterson sur 3 pays, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Et c'est très intéressant de voir les résultats, puisqu'en fait, sur l'ensemble des entreprises qui ont été interrogées en matière de construction pour ces 3 pays, 30% de ces entreprises ont affirmé qu'elles ont constaté une augmentation des problèmes en matière de conformité sur les matériaux et équipements de la construction. Et que 14% prévoient même une très forte augmentation de ces non-conformités. Environ 80% des entreprises interrogées dans le cadre de cette étude supposent aussi que la plupart des contrefaçons violant la propriété intellectuelle sont fabriquées en Asie. Bon, ça, c'est pas une surprise. Et une majorité des entreprises interrogées estiment néanmoins que le préjudice se fait surtout ressentir sur le marché intérieur. Voilà. Donc, ce qui démontre bien que c'est un sujet européen, une Europe élargie, certes, puisqu'on parle de la Suisse, mais un problème européen, et que la construction est évidemment touchée par le phénomène. Donc, tout ça pour dire que la filière manque malgré tout de chiffres précis dans la construction, et ce qui veut dire que lutter contre la concurrence déloyale et donc le crime contrefaçon, puisque c'est ce terme que nous avons décidé d'utiliser pour élargir le champ à celui du droit de la propriété intellectuelle et parler ainsi de la dangerosité des matériaux et équipements à travers cette notion de crime contrefaçon, eh bien, donc ce crime contrefaçon demande d'avoir une visibilité sur son ampleur. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aussi de lancer un large programme d'études auprès des 65 000 adhérents pour enregistrer des statistiques et ainsi déterminer exactement quel est le niveau d'ampleur, le niveau d'amplitude de ces non-conformités et contrefaçons sur la filière. Mais par rapport à ce point, un élément intéressant est en train de surgir, si je puis dire, de nos réflexions, c'est celle de l'utilisation des assurances. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les assureurs sont les seuls en fait à déterminer le montant du préjudice et le remboursement en fait des dommages causés par tel ou tel accident dans le domaine de la construction, nous amène en fait à réfléchir sur cette notion de franchise et cette notion de prime. À partir du moment où on considère que les entreprises doivent faire un effort dans les achats des matériaux et équipements de la construction, à partir du moment où ils doivent être responsables vis-à-vis de la fourniture de ces matériaux et équipements, ils doivent, dans ces cas-là, s'engager auprès des assurances pour assurer justement le fait qu'ils respecteront un certain nombre de règles. Ces règles, si elles ne sont pas appliquées, conclurait en fait, si accident il y a, à un non-remboursement des sinistres. De ce fait, cette réflexion qui est actuellement à l'étude au sein de la fédération, le syndicat, si vous voulez, des assureurs, la FFSA, et de la SMA BTP, qui est une des grandes compagnies d'assurance de la construction, eh bien, les conclusions de cette réflexion nous permettraient peut-être d'élargir le champ d'investigation sur d'autres secteurs, dont celui des équipementiers automobiles, et de voir de quelle manière, là aussi, nous pouvons
jouer en amont un rôle de prévention et de dissuasion et ainsi tenter de tarir le marché d'un certain nombre de ces fournitures auprès d'un certain nombre de distributeurs malveillants. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, évidemment, dans le cadre des actions qui sont menées par l'Optime, cet observatoire de la construction, nous avons ouvert les discussions avec la DGDDI et nous leur avons fait comprendre qu'il était maintenant opportun que la DGDDI puisse appréhender dans la multitude de sujets qu'ils doivent contrôler en matière de contrefaçon, celui des matériaux et équipements de la construction, ce qui veut dire que, et c'est de notre côté une responsabilité, que de former et d'inciter les douanes à bien vouloir se sensibiliser à ce phénomène. Alors, je pourrais ainsi débattre là aussi pendant 1 heure sur ces sujets, et ce que vous attendez peut-être, c'est de savoir dans ce contexte comment les douanes peuvent jouer un rôle dans la lutte contre le crime contrefaçon et donc voir de quelle façon nous pouvons travailler ensemble. Je voudrais simplement, vous voyez, j'avais énormément de choses à dire, mais malheureusement, je crois qu'on n'en avons plus le temps. Donc, j'en viens donc aux propositions. Les douanes doivent s'adapter. Ça, c'est une chose évidente par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Elles doivent s'adapter et répondre aux nouvelles attentes des industriels d'une part et des consommateurs d'autre part, qui deviennent de vraies victimes. Pendant une époque, l'UNIFAB, l'Union des fabricants, avait dit « mais non, les consommateurs ne sont pas victimes, ils sont complices ». Je trouve que si dans le domaine du luxe, ça peut se concevoir, lorsque on essaie de se soigner à moindre frais ou de s'alimenter à moindre frais, le consommateur n'est plus une victime, n'est plus un complice, il est vraiment une victime. Et dans ce cadre-là, nous devons justement être tous responsables et aider ces consommateurs à prendre conscience d'un certain nombre de faits. Alors, le premier axe de cette adaptation dont je vous ai parlé serait d'abord et avant tout la pénalisation des contrefaçons, puisque la non-conformité est un danger pour le consommateur. Ceci demande une nouvelle adaptation du code douanier et un renforcement de l'élargissement du pouvoir de la douane. Et sur ce point, je suis tout à fait ouvert pour en discuter avec vous. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, mais il y a vraiment des brèches qu'il faut absolument colmater et c'est des points sur lesquels je suis tout à fait ouvert pour en discuter avec vous. Le second axe, c'est l'anticipation en travaillant plus étroitement avec les criminologues sur les nouvelles menaces. Je suis désolé, mais là aussi j'ai eu des discussions notamment à l'époque avec un des plus hauts dirigeants de la DGDDI qui a reconnu que sur ce thème, il y avait un vrai travail de fond à avoir sur la nécessité de l'anticipation. Donc pour anticiper, il faut comprendre un certain nombre de phénomènes et pour comprendre ces phénomènes, il faut évidemment construire des équipes capables de travailler effectivement sur ces sujets. Troisième axe, la spécialisation, en mettant en place de vrais groupes de travail pour chacun des secteurs industriels touchés par la concurrence déloyale. Là aussi, la douane a besoin d'expertise industrielle, comme l'industrie a besoin du savoir-faire de la douane. Et sans ce partenariat étroit, pour moi, la douane est aveugle. Donc, c'est aux industriels de travailler là-dessus et je pense qu'il y a là aussi une nécessité d'établir des vraies équipes spécialisées au niveau des douanes pour travailler avec ces fédérations interprofessionnelles. Le quatrième axe, c'est la traçabilité, en faisant plus confiance dans les technologies de l'authentification, tout en utilisant l'arsenal pénal déjà existant. Alors, sur ce point, là aussi, ça a été un petit conflit que j'ai eu avec la Direction générale des douanes concernant le principe de traçabilité et en spécifiant qu'on ne parle pas vraiment de traçabilité, mais de marquage d'autorité.
L'idée du marquage d'autorité est une idée simple qui est une longue réflexion à l'époque où je parlais du syndrome des douaniers à minuit au fond des containers. Lorsque à minuit un douanier se retrouve amené à contrôler des containers et qu'il est seul ou pratiquement seul et qu'il n'a pratiquement pas de moyens pour pouvoir appeler le titulaire de droit pour constater qu'il s'agit bien de contrefaçon, il serait bien d'avoir quand même des éléments tangibles qui leur permettent de faciliter leur travail et donc dans ces cas-là de travailler sur des éléments d'identification et d'authentification de premier niveau. Et donc dans ce cadre-là, l'idée est de proposer le principe de marquage d'autorité, c'est-à-dire en fait un marquage d'État qui ferait qu'à partir du moment où le produit est conforme et il est doté de ce marquage d'autorité, si le marquage d'autorité est falsifié ou contrefait, nous nous retrouvons là dans un cadre pénal très précis, article 444.1 à 444.9 du Code pénal, à savoir le faux usage de faux. Et que dans ce cadre-là, à partir du moment où il y a une atteinte au droit régalien, eh bien, nous pouvons procéder à une saisie immédiate sans faire appel au titulaire de droit. L'un des intérêts que je vois à ce principe, c'est justement de pouvoir, à partir des pénalités qu'il pourrait y avoir sur l'atteinte à ce droit régalien, pénalités sur faux usage de faux, l'intégralité de ces pénalités soit reversée au service des douanes pour pouvoir développer leur activité. Donc ça, c'est un travail sur lequel nous réfléchissons beaucoup et nous essayons de voir de quelle manière nous pouvons accélérer ce processus, même si aujourd'hui, je dois le reconnaître, il y a de nombreux obstacles. La salle a peut-être envie de réagir à ce que vous dites, il y a entendu du bois. Alors je termine, puisque j'ai plus que 2 axes et on pourra en parler. Le 5e axe, c'est la cohésion des autorités publiques en travaillant plus étroitement avec, là aussi, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais la police et la gendarmerie. Mais là, on a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce contrôle aux frontières, de l'autre côté, il y a ce problème de contrôle à l'intérieur du pays. Et on le remarque notamment dans certains cas, notamment sur, par exemple, le marché de Saint-Ouen, où la police ne fait rien, alors qu'il pourrait y avoir des actions qui pourraient être menées auprès des vendeurs, notamment de tabac. Et là, il y a un vrai travail de collaboration à avoir entre police, gendarmerie et douane, mais on pourra en reparler si vous le souhaitez, évidemment. Enfin, le 6e axe, c'est une internationalisation renforcée, notamment par une collaboration étroite avec des organisations non gouvernementales comme la nôtre, pour que la douane française ne s'essouffle pas plus dès qu'elle dépasse les frontières de l'Europe. Et ça, là-dessus, nous sommes tout à fait prêts à travailler de concert avec vous. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien évidemment, prêt à vos questions. Vous allez rester là, parce que peut-être qu'on va quand même donner la parole s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà une main qui se lève par là. On m'entend ? Oui. Moi, c'est juste pour intervenir, enfin, on est obligé de couper l'intervention et moi, ça me désole. Donc, ce que je propose à M. Delval, et d'ailleurs, je le remercie pour l'intervention à double titre. Donc, je suis Sébastien Géant de la CGT Douane. C'est que cette intervention, si vous en êtes d'accord, elle pourrait nous être confiée pour intégrer notre document de synthèse. Parce qu'on n'aura pas eu loisir d'entendre toute l'intervention et moi ça me gêne parce que je sais que vous avez travaillé sur les diverses problématiques que vous exposez. On n'a pas tout entendu et je crois que le but de ces états généraux, c'est de parler de tout, mais c'est aussi de porter ensuite le document de synthèse à l'ensemble de la société civile et c'est ce qui sera fait, bon peut-être pas ce soir, hein, on ne va pas s'en occuper ce soir, mais dans les semaines à venir. Donc je vous le propose tout de suite, M. Delval, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir, vous communiquerez les documents comme nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'aller faire une petite pause? J'ai vu des agitations sur le marquage d'autorité, alors... Oui, ça marche. Bonjour.
Bonjour, Evelyne Dame, donc je suis à la Direction Générale des Douanes et je m'occupe de la protection du consommateur, service juridique. Je voulais juste dire une chose. Donc on a parlé d'une réglementation européenne, 28 façons de l'appliquer. En fait, il y a beaucoup plus qu'une réglementation européenne. Il y en a énormément dans le domaine des prohibitions et restrictions, donc de la protection, soit du consommateur, soit de la faune, de la flore. Bon, on a évoqué tous ces sujets tout à l'heure. Et en fait, je voulais appeler votre attention sur le fait, parce que vous demandez un renforcement des pouvoirs de lutte contre les contrefaçons. Je voulais juste signaler qu'il y a 2 règlements au niveau communautaire qui permettent à la douane d'agir lorsqu'il y a des atteintes comme ça, soit à la protection du consommateur, soit à la protection des marques, la lutte contre-façon. Et dans un cas, le règlement européen permet à la douane de maintenir sous saisie, le produit en attente de l'intervention de la marque pendant 10 jours. Oui. Il y a un règlement européen, le 765/2008, qui permet à l'autorité douanière de tous les États membres, en cas de doute pour la santé, la sécurité, la protection du consommateur ou toute autre atteinte à un intérêt public, de maintenir pendant 3 jours la main levée en attente de l'intervention d'une autorité compétente de l'État pour estimer la gravité du risque. Voilà, donc ma question c'est comment se fait-il qu'il y a une telle disproportion de moyens juridiques des administrations pour lutter dans un cas contre les atteintes à la protection des marques, qui est un intérêt tout à fait légitime, je ne reviens pas là-dessus, et puis dans l'autre cas, la protection du consommateur. C'est le 3 jours versus 10 jours, c'est ça? Oui. Alors c'est là justement que nous intervenons le plus précisément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif serait évidemment de donner beaucoup plus de poids au contrôle douanier et de pouvoir se passer d'un certain nombre de réactions des titulaires de droit. Ça, c'est le premier point. La grande problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, si vous permettez, je vais peut-être être un petit peu long sur cette réponse, mais elle est fondamentale. Pendant très longtemps, on a eu de cesse, en tout cas en France, de développer et de développer encore sur les moyens de protection du droit de la propriété intellectuelle, sans véritablement se rendre compte que, à l'instar du droit de la propriété intellectuelle, il y a aussi le droit des consommateurs. Et que les renforcements ont été faits de telle façon à ce que l'on privilégie, si je puis dire, les intérêts des titulaires de droit au détriment de ceux des consommateurs. Ça, c'est le premier point sur lequel je souhaitais apporter une précision. Alors, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, certes, il y a une retenue en douane de 10 jours. Cette retenue en douane de 10 jours s'avère insuffisante quand on s'aperçoit le peu de réactivité d'un certain nombre de titulaires de droit à aider les douaniers dans cette démarche. Et même au cas où les titulaires de droit sont amenés à réagir dans le délai imparti et ensuite à lancer une action en justice, on s'aperçoit bien souvent que cette affaire est une affaire qui va en civil. En civil, avec bien souvent, et je me mets à votre place parce que c'est insupportable, bien souvent des négociations amiables qui annulent la procédure en civil. Donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où en fait le pouvoir des douanes n'est qu'un pouvoir de retenue selon le bon vouloir des titulaires de droit. Or, de plus en plus, comme je l'ai démontré dans ma conférence, on se retrouve alors en France c'est un peu particulier parce que le luxe est un sujet majeur,
mais on se retrouve avec de plus en plus de produits, de matériaux non conformes qui ont une atteinte directe sur la sécurité et la santé publique. Donc, de ce fait, il y a là une action à mener, c'est un peu le combat que nous menons actuellement, en tout cas en France, sur ce sujet, qui est de faire comprendre auprès des législateurs, auprès des parlementaires, tout l'intérêt qu'il y a à considérer le principe de sécurité et de santé publique comme un point prioritaire. Et dans ce cadre-là, les douanes doivent avoir un pouvoir renforcé pour agir immédiatement, et non pas se retrouver en situation d'attente. Donc ça, alors je réponds peut-être pas précisément à votre question, mais c'est un point très important. Ceci étant, nous menons aussi une action au niveau de l'Union européenne, certes beaucoup plus longue et beaucoup plus fastidieuse, où là aussi, nous essayons de leur faire comprendre qu'il y a une invraisemblance dans la cohérence des applications entre les différents États membres. Et à quoi sert d'agir au niveau de la France de manière aussi efficace que vous le faites, si à côté de ça, on se retrouve dans une situation quasiment de perméabilité de l'entrée des marchandises. Troisième élément très important qui est suite à l'affaire Nokia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un observatoire relativement important en Tunisie parce qu'on s'intéresse beaucoup à tous les trafics illicites depuis la zone subsaharienne jusqu'à Tunis et ensuite de Tunis jusqu'en Europe. On remarque de plus en plus, et ce depuis l'affaire Nokia, qu'une partie des marchandises en transit en France n'ont malheureusement pu être contrôlées, repartent en Tunisie. En Tunisie, on falsifie les documents et les marchandises, qui sont évidemment non conformes et le plus souvent contrefaisantes, repartent vers la Grèce, vers l'Espagne et vers le Portugal, où tout rentre. Donc, on est aujourd'hui, tout rentre bien évidemment dans l'Union européenne, donc on est aujourd'hui dans une situation où c'est pas parce que je suis là aujourd'hui que je le dis, parce que je le pense vraiment, où les douanes françaises sont véritablement un référent en la matière au niveau européen, et c'est donc à ce référent de donner tous les moyens nécessaires pour démontrer justement la véracité de ces faits. Mais pour y arriver, on a besoin de statistiques plus fiables, on a besoin de comprendre mieux les phénomènes en matière de protection des consommateurs, on a besoin d'avoir des dispositions mieux adaptées au niveau pénal pour justement arriver à nos fins. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis extrêmement impliqué dans tous ces problèmes-là et je suis prêt justement à vous aider sur ces sujets si besoin en était. Jean-Pierre Poulet, je suis un agent en retraite de la DGCCRF, un service qui a été dézingué par le gouvernement précédent avec la RGPP. Je voulais vous demander si le fait de mettre un marquage complémentaire sur les matériaux de construction, puisqu'il y a déjà le marquage CE, il y a le marquage NF, ne va pas jeter le trouble parmi les professionnels et parmi également le consommateur, et si éventuellement, en plus, au niveau européen, ça sera bien accepté, puisque les réglementations franco-françaises ont toutes été passées au niveau européen. Je fais référence notamment aux préservatifs, aux jouets, etc. Donc il y a eu des réglementations européennes qui sont venues se substituer aux réglementations qui étaient des réglementations franco-françaises. Alors, d'abord, vous avez cité un nom sur lequel, là aussi, nous travaillons de manière très intensive, qui est ce marquage CE. Nous avons déjà fait un certain nombre de courriers auprès de M. Barroso, ainsi que de John Daly, qui était à l'époque chargé de la protection des consommateurs et de la santé, et donc où nous avons expliqué que le logo CE aujourd'hui pose plus de difficultés qu'apporte de solutions. Vous êtes tous confrontés à ce problème. Le logo CE est aujourd'hui utilisé de manière abusive
Et qui puisait, en plus de ça, les Chinois ont eu l'ironie de faire un logo CE avec un design proche du logo CE, en tout cas, et qui embrouille tout le monde sur cette notion de logo CE qui est peut-être une obligation, mais en fait qui n'est absolument pas une garantie de conformité. Ça, c'est un premier point. Concernant ce principe de marquage, vous avez suivi évidemment la politique menée sur le Made in France. Bon, je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois, donc je vous dis très clairement que le principe du Made in France est extrêmement ridicule. Mais par contre, l'idée est intéressante à partir du moment où ce Made in France part du principe du marquage d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on retient le principe du Made in France, le Made in France peut être un marquage d'autorité qui, lui, peut garantir la conformité et la sécurité des produits. Mais pour ce faire, ça implique quoi? Ça implique que l'État accepte de mettre les moyens nécessaires pour justement s'assurer cette garantie. Alors, il est évident qu'il n'est pas question de regonfler les effectifs, en tout cas, ce n'est pas à moi de le dire, j'aimerais bien, mais ce n'est pas à moi de le dire, mais de donner en fait la responsabilité aux entreprises d'appliquer ce marquage au même titre qu'ils le font pour le CE, avec la seule différence près, c'est qu'ils prennent une énorme responsabilité s'ils utilisent de manière abusive ces marquages d'autorité. Et qu'à partir de ce moment-là, ils en sont pleinement conscients et qu'ils sont prêts à prendre tous les risques nécessaires pour le faire. Donc on est dans une situation aujourd'hui où on a une certaine tendance à vouloir déresponsabiliser les entrepreneurs. Moi, je crois aujourd'hui qu'il faut les responsabiliser et aussi responsabiliser les particuliers. Parce qu'on a une trop grande tendance aussi à considérer que les particuliers, dans l'histoire, se laissent totalement guider par telle ou telle chose. Je pense que les particuliers, eux, seront responsabilisés par l'assurance. Ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et je parle en matière de construction. Et pour ce qui est des entrepreneurs, se responsabiliser par l'application de ce marquage d'autorité. Donc, on est en train de regarder ça de très près. Et je regrette évidemment, concernant la DGCCRF, qu'aujourd'hui, la DGCCRF ait été autant démunie, si je puis dire, et qu'elle ne puisse plus agir comme elle pouvait le faire aussi bien avant. Ça fonctionne bien. Gaël Garcia, inspecteur des douanes. Donc simplement, je voudrais revenir sur ce que vous expliquez concernant les technologies d'authentification. Alors ça a existé en douane pour les bijoux en or. Pour les bijoux en or. Oui. Et ça s'appelle le poinçon. Absolument. Voilà. Sauf que on a fait la même chose qu'on a fait pour beaucoup, au prétexte de supprimer certains services entre guillemets inutiles, en se disant justement que le consommateur, s'il était victime d'une arnaque sur la qualité de l'or, finalement, ce n'était pas grand-chose eu égard aux économies réalisées sur les personnels. Ce marquage de sécurité a été confié aux entreprises elles-mêmes. Et moi, je suis désolé, je suis fait quand même partie d'une administration de contrôle, et si ce n'est pas quelqu'un qui est habilité à apposer ce marquage, on peut avoir tous les doutes. Voilà. Mais le problème, c'est qu'évidemment, les personnels n'ayant plus les moyens de faire les contrôles, on n'est pas capable de vérifier si effectivement les entreprises à qui on a confié ces poinçons poinçonnent bien selon le degré d'or dans leurs bijoux. Donc là, on peut se retrouver avec le même phénomène. Effectivement, on pourra avoir une superbe marque avec un hologramme ou les tags RFID ou tout ce que vous voulez sur des trucs de sécurité. On peut les contrefaire. Et après, une entreprise non scrupuleuse décidera d'importer ça par étiquette, par wagon entier, ou par conteneur, puisqu'on parlait du trafic de conteneurs, par Anvers par exemple, et effectivement appliquer ça sur des produits prétendument fabriqués en France, on aura beaucoup de mal à venir contrôler tout ça.
Donc là aussi, il y aura une sécurisation sur le marquage, etc. Si on confie un marquage à une société extérieure, on peut savoir ce que ça va donner. Parce qu'on sait très bien, en plus, ce que je disais, sur les marquages des bijoux, on sait qu'il y a eu pas mal d'arnaques là-dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous faisait passer du 14 carats pour du 18 carats et qu'on vous le faisait payer au plus au prix du 18 carats. Je vous remercie. Alors, ça ne vous a pas, bien évidemment, vous l'avez compris, quand je parle de marquage d'autorité, je reviens aux positions initiales qui étaient notamment les poinçons. Sur la discussion à savoir est-ce qu'il doit y avoir délégataire des pouvoirs publics pour l'application des marquages, etc., bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet sur lequel il peut y avoir débat, mais je voudrais revenir sur le problème de fond, qui est de savoir tout produit dit d'authentification peut être contrefait ou falsifié. Oui, évidemment, mais tant mieux, puisque en fait c'est par la démonstration de la preuve, au moment du contrôle, que l'on peut déterminer justement l'utilisation abusive et la falsification, voire la contrefaçon d'un marquage. Donc à partir de ce moment, on applique le code sur le faux usage de faux. Donc le principe, ce n'est pas de savoir si le produit est hautement sécuritaire avec le risque d'être contrefait de toute manière. Oui, tout ce que l'homme fait, l'homme peut le refaire. Mais le principe, c'est de pouvoir l'identifier immédiatement et de pouvoir, à partir de ce moment-là, lancer la procédure de saisie immédiate qui permet justement d'aller vers une démarche pénale. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le fait de savoir si ça doit être anti-contrefaçon ou pas anti-contrefaçon. C'est le fait de pouvoir identifier qu'il y ait utilisation abusive, qu'il y a eu une atteinte au droit régalien. Et c'est ça l'important, juridiquement parlant, je parle. Parce que du coup, ça devient pénal, c'est ça? Comment? Du coup, ça devient pénal. Absolument, c'est pénal, donc on peut donc agir sans faire appel au titulaire de droit. C'est ça qui est intéressant. Oui. Voilà. Il y a des difficultés avec les micros, semble-t-il. Il faut mériter de poser sa question. Oui, bon, voilà, ça va, ça marche. Oui, Françoise Folguera, je suis inspectrice et je vais intervenir par expérience et vous conforter un petit peu sur du contrôle qu'on a fait sur les normes et les difficultés qu'on a, le contrôle a posteriori. On sait pertinemment, effectivement, qu'on ne peut pas contrôler tous les conteneurs qui arrivent dans un port, etc. et qu'on peut reporter parfois le contrôle a posteriori parce que les marchandises sont stockées dans certains endroits et on pourrait là intervenir et les saisir et voire les détruire si par la suite elles ne sont pas conformes. Donc on est bien sur des problèmes de normes. Et là où on a une super réglementation communautaire avec des règlements, et je reviens avec ma collègue, très complexes, etc., mais on y arrive, je partage tout à fait votre avis parce que par expérience, on a vu qu'il y avait des logos CE qui étaient faux, en fin de compte, la marchandise avait le logo CE, et quand on l'a fait analyser, elle s'est révélée non conforme. Mais là où est le plus grave, je trouve, c'est là, et là on revient sur l'Europe, c'est que vous savez qu'en douane, les douaniers, effectivement, lors de l'importation, peuvent contrôler les marchandises au niveau des normes, mais comme vous devez le savoir, ce n'est pas le cas dans tous les États membres, notamment en Belgique, qui est quand même envers où on passe par là. Et donc, une marchandise qui va être dédouanée, on va prendre une poupée par exemple, qui va être dédouanée au Havre, elle va être non seulement peut-être contrôlée avec l'analyse de risque lors du port, mais admettons même que le conteneur passe et soit stocké en France. Là, éventuellement, a posteriori, on pourrait y aller, le contrôler aussi, voir si elle est conforme, faire des prélèvements. Par contre, une marchandise qui aurait été dédouanée, la même marchandise par un même importateur en direct par le port de Anvers ou de Rotterdam ou de le grec, le problème n'est pas là. À partir de ce moment-là, arrivera en France dans le même entrepôt appartenant à la même chose. Là, semble-t-il, parce que c'était une marchandise qui a été communautarisée, la douane n'aurait pas la compétence a posteriori de faire la même saisie, le même contrôle.
Donc, et là, il faudrait effectivement se rabattre sur nos collègues de la DGCCRF, donc qui sont plus ou moins habilités à le faire, d'autant plus que certains règlements communautaires vous disent que c'est au moment de la mise sur marché qu'eux peuvent intervenir, et non pas comme nous dans le local de stockage. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'arrêter une marchandise non conforme sur un conteneur, dans un local de stockage où vous pouvez faire 1000 saisies, qu'après d'aller dans 1000, je sais pas, magasins, etc. Donc là, il y a aussi pour le consommateur aussi une illusion de protection, je pense, et d'autre part, sachant que souvent quand c'est des grandes marques, et je parle des jouets, mais parce que c'est plus sensible, hein, mais ça peut être les poussettes, ça peut être autre chose, le consommateur qui achète dans les grandes marques, on peut supposer que la marque elle-même fait attention à la production, au contrôle en Chine. Or, ce n'est pas du tout le cas quand c'est importé, soit par éventuellement de la grande distribution ou des petits magasins, des marchandises que vous allez trouver sur les marchés. Et là, c'est quand même le citoyen qui a le moins de revenus qui va aller s'approvisionner là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire à ce niveau-là, au niveau européen, en disant qu'on peut parfaitement, a posteriori, l'État membre du lieu de consommation, les douaniers, pouvoir intervenir. Voilà, mais à la part de des remarques que j'ai faites après avoir fait quelques affaires a posteriori avec toutes les difficultés sur les normes. Là. Merci. Oui, bonjour à tous. Frédéric Decoux, donc de la CFDT Douane. Je voulais vous interpeller sur quelque chose qui me tient à cœur en matière de protection et de lutte contre la contrefaçon. C'est mon attachement au principe d'équité. Il me semble que la force publique devrait assurer la même protection, quelle que soit la taille de la société qui produit, le brevet déposé, etc. Et ce qui ne semble pas être le cas. L'administration des douanes effectue un choix des sociétés qu'elle veut bien protéger, et ça me paraît très gênant. Et les sociétés elles-mêmes n'ont pas la même possibilité, selon qu'elles soient grandes ou petites, pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle. Les coûts sont exorbitants pour une petite PME et souvent elles ne font pas le choix de la protection de leurs innovations techniques parce qu'on ne leur permet pas d'avoir le même niveau de protection qu'un grand groupe industriel. De la même façon, la douane n'assure pas les mêmes contrôles selon que les sociétés nous offrent certaines assurances ou pas. Et ce principe d'équité me semble être un principe auquel on est très attaché et qui n'est pas respecté dans ce type de contrôle. Je peux réagir. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que elle est aujourd'hui, elle fait partie de nos débats en matière de lutte contre la contrefaçon. Donner la capacité à tous de pouvoir se défendre. Et c'est en cela que nous sommes aujourd'hui convaincus que les fédérations interprofessionnelles ont un rôle à jouer. Parce que justement, en réunissant les moyens au travers de ces fédérations, il est possible d'apporter un service auprès de leurs membres pour pouvoir se défendre et travailler de concert avec les douanes sur ces sujets. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire auprès de la Fédération française du bâtiment, de manière à ce que les grandes entreprises ont les moyens de pouvoir se défendre, évidemment, que ce soit Bouygues, Lafarge ou d'autres, mais pour les petites entreprises, tout le travail est justement de leur proposer que ce soit la fédération elle-même qui soit le représentant de l'entreprise pour agir auprès des douanes en matière de saisie.
Donc c'est un point qui est très très important et on aimerait le répéter autant que nécessaire auprès de toutes les fédérations interprofessionnelles pour justement donner plus de capacité sur ce thème-là. Concernant les saisies, il y a là aussi un point sur lequel on n'est pas rentré, il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il faudrait la journée, donc je pense que maintenant vous commencez tous à avoir faim. Mais pour ce qui est des saisies, pourquoi en fait on s'attache au pénal? C'est aussi pour donner justement les capacités aux petites entreprises de pouvoir se battre sur ces sujets-là, de façon à ce qu'il puisse y avoir des saisies immédiates à partir d'un certain nombre d'artifices qui pourraient être mis en œuvre, et que le procureur pourrait dans ces cas-là demander à l'entreprise de se porter partie civile, et donc dans ce cadre-là de pouvoir profiter de la procédure en pénal. Puisqu'en fait, dans l'histoire, ce qui importe, c'est d'arrêter, c'est de dissuader. Ce n'est pas de demander des dommages et intérêts dans ce cadre-là. C'est d'éviter justement qu'on touche à leurs produits. Donc on est dans cette action, à la fois en associant le pénal, à la fois en associant aussi la notion de faire travailler les fédérations interprofessionnelles pour donner la chance à tous de pouvoir se défendre correctement. Merci pour cette question, en tout cas. Je suis désolée, on va prendre la dernière question et après ce sera terminé pour cette matinée. Allez-y. Christophe Laroudet de la CGT Douane. Oui, moi je voulais réagir par rapport au marquage d'autorité. Et c'est à titre personnel, mais peut-être d'autres participants se font la même remarque. Je trouverais quand même assez hallucinant de délivrer un marquage d'autorité sur des articles produits par des sociétés qui ont fait le choix de produire à l'extérieur de l'Union européenne, quoi. Et de faire bénéficier ces mêmes sociétés de toutes les prérogatives de la puissance publique pour garantir ce marquage d'autorité, quoi. Alors marquage d'autorité, pourquoi pas, mais réservons-le aux sociétés qui produisent à l'intérieur de l'Union européenne, quoi. Voilà. C'est bien la raison. Alors ça, c'est un sujet qui dépasse largement notre problématique, mais c'est aussi la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai parlé du Made in France, mais du Made in France, du vrai Made in France. Made in France permettant justement de transformer ce Made in France en un principe de gage de sécurité, de qualité et bien évidemment d'autorité. Je pense que ce sera tout pour ce matin.